Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous à ce passionnant congrès. Merci au comité d'organisation du high-tech, bravo, et merci au GACI pour cette invitation. Donc, je vais donc vous présenter le cas d'un patient ayant nécessité l'association des deux techniques, rotablator et shockwave, donc, que j'ai baptisé le RotaWave. Si on veut représenter de manière très schématique une lésion calcifiée sévère, on peut la représenter comme un anneau, une bague, un ring calcaire très dense et épais. Et on a donc aujourd'hui deux techniques pour permettre le succès de la procédure, à savoir acheminer le stent sans complications et permettre sa bonne expansion. Donc, j'ai mis de côté l'atérectomie orbitale. Jacques, tu me pardonneras, mais c'est vrai qu'elle est encore sous-utilisée en France. Donc ces deux techniques, c'est affiner l'épaisseur de la plaque calcaire en abrasant et en la rendant plus fine, la rendre plus fragile et permettre ensuite la fracturer et l'acheminement du stent. Et donc ça, c'est l'atérectomie rotationnelle qui le permet par cette technique de polissage progressif dans l'artère. L'autre technique, c'est la fragmenter en 1000 morceaux par la technique de modulation de plaque, la lithotripsie, et permettre ainsi d'améliorer la compliance du vaisseau et d'acheminer notre stent. Et c'est donc la technologie de lithotripsie, d'onde acoustique, qui va permettre ceci. Donc maintenant, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce qu'il faut avoir les deux techniques en salle de cathé? Est-ce que ce sont des techniques alternatives ou complémentaires? Et par ailleurs, dans quel cas s'orienter vers l'une ou vers l'autre? Et faut-il les utiliser d'emblée ou en bail-out? Donc, pour répondre à ces questions, je vous présente le cas d'un patient de 68 ans, tabagique actif, coronarien, dilaté sur le réseau gauche en 2005, stable depuis, et dans le cadre d'un bilan d'artérite en attente de revascularisation des membres inférieurs, fait un test d'ischémie positif en rapport avec cette lésion massivement calcifiée de l'artère coronaire droite, notamment au niveau du deuxième coude dans une angulation. Donc là, on voit bien sûr le rail calcaire, on imagine la densité de la calcification avant l'injection d'iode et le caractère circonférentiel des calcifications. Donc dans ce cas-là, la stratégie qui me semblait la plus adaptée, c'était d'abraser avec un rotablator d'emblée, un bon guiding cathéter, 6F. Et en effet, le choix de l'une ou l'autre technique ne se discutait pas puisque c'était une lésion infranchissable. Il a fallu utiliser un guide de première intention, un microcathéter qui ne franchissait pas la lésion mais qui a permis, juste en étant en regard de la calcification, d'acheminer ensuite le guide rota et d'aller en aval de la lésion. Donc j'ai choisi la plus petite fraise en ce cas pour être le moins agressif possible du fait de la densité des calcifications, de l'angulation. Et il a fallu plusieurs minutes de fraisage progressif, donc bien sûr espacé de quelques pauses, pour réussir à franchir et permettre de faire le polissage final, l'absence de chute de vitesse de la fraise. Vu qu'il s'agissait d'une artère de très gros calibre, de 4 mm, ça, c'est vrai qu'on le fait de plus en plus rarement, mais j'ai d'emblée utilisé une fraise de plus gros calibre, de 1,75 pour améliorer le débulkage. Et malgré cette préparation, la prédilatation au ballon non compliant de 3 puis 3,5 montrait une forte empreinte avec un aspect typique en dog bone ou diabolo qui prédit une mauvaise expansion, une sous-expansion majeure de stent. Donc, quelles sont les options à ce stade? Est-ce qu'il faut, après avoir abrasé, continuer d'abraser, affiner encore cette plaque, donc c'est-à-dire utiliser encore une plus grosse fraise de 2 voire de 5 mm, mais qui nécessite du 7 voire du 8 French, avec un effet incertain puisqu'on a l'impression que c'est au niveau de la concavité de l'angulation qu'on n'arrive pas à atteindre la calcification. Et plus on est agressif, plus on augmente en diamètre, plus on risque les complications, notamment ici la perforation coronaire. Autre possibilité, fragmenter après avoir abrasé pour moduler la plaque et notamment atteindre ces calcifications dans la concavité de l'angulation, qui est une stratégie sécuritaire qu'on peut faire en 6F, dont la limitante principale est le profil du ballon, mais dans ce cas-là, en ayant préparé avec le rotablator,
le ballon a pu franchir très facilement. Et donc, dès la 3e série d'impulsions de shockwave, on a observé une levée de l'empreinte permettant de poursuivre l'angioplastie et le succès de la procédure avec un ballon non compliant, un stent, une post-dilatation et un résultat final satisfaisant. Donc, dans ce cas, c'est une approche hybride, donc abrasée plus fragmentée, pour arriver à vaincre ces calcifications les plus complexes. Donc, bien sûr, c'est rare, mais ça peut, dans certains cas, permettre de parvenir à réaliser notre angioplastie. Donc, il y a plusieurs cas qui ont été décrits dans la littérature. On parle aussi de rotatripsie. Donc, pour répondre à nos 2 premières questions, faut-il avoir les 2 en salle de cathé? En effet, ces 2 techniques ne sont pas alternatives, mais complémentaires. En général, on a l'impression que l'une est plutôt bonne, là où l'autre fait défaut. Et donc, je pense qu'il est vraiment important de maîtriser ces 2 techniques. Ensuite, pour répondre aux questions d'emblée ou bail-out, et dans quel cas s'orienter vers l'une ou vers l'autre, je pense que Thomas nous en parlera dans son algorithme, mais il y a 2 points qui me semblent vraiment importants, dont Pascal a déjà insisté. C'est l'analyse anatomique des calcifications. Donc, le point clé, c'est vraiment d'identifier les calcifications sévères par l'analyse de l'angiographie. Donc, on connaît en effet ses limites, mais on ne peut pas proposer de l'imagerie endocoronaire pour l'instant à tous nos patients. Et donc, c'est vraiment prendre du temps, j'insiste de nouveau, avec une bonne coronarographie, s'arrêter sur les images avant l'injection d'iode, rechercher le rail calcaire, l'anneau calcaire qui montre cette calcification, cet anneau, les bourgeons calcaires excentrés, les bifurcations avec importantes collatérales qu'on ne veut pas perdre, qui permettent de bien sélectionner les cas les plus propices. Et puis, au moindre doute, ne pas vraiment céder de l'imagerie endocoronaire pour identifier ce caractère circonférentiel des lésions que l'on voit très bien en IVUS avec l'aspect hyperéchogène et en OCT, le CT qui permet surtout aussi de voir l'épaisseur de la calcification, et on sait que 1/2 mm, 500 microns, est le cut-off pour utiliser ces techniques. Donc ça résume en effet les différentes outils à notre disposition, dont le scanner, avec aussi l'importance du caractère profond ou superficiel de la calcification, qu'on peut voir en IVUS ou en OCT, et c'est vrai que là, la lithotripsie va plutôt atteindre les calcifications profondes. Donc, à la question d'emblée ou en bail-out, même si les recos actuels nous préconisent d'utiliser ces techniques en cas d'échec sur les lésions calcifiées, on sait maintenant que de les utiliser d'emblée après avoir bien sélectionné nos patients amène plus de succès procédural, moins de complications, des procédures avec moins de rayons, moins d'iode et plus courtes, sans qu'il y ait de différence sur la mortalité et les MES, mais ce n'est pas ce qu'on demande à ces techniques. Ces techniques, on leur demande le succès de notre procédure sans complications et le plus facilement possible. Enfin, le 2e point, c'est le caractère franchissable de la calcification. En effet, c'est ça qui va nous orienter vers l'une ou l'autre technique en première intention. Si la lésion calcifiée est franchissable par un ballon, si elle ne l'est pas, mais on n'aura pas le choix, ça sera le rota. En revanche, si elle est franchissable au ballon, du fait du caractère très sécuritaire et du caractère facile de la lithotripsie, on s'orientera plutôt en première intention vers le shockwave. Donc pour conclure, on a 2 techniques maintenant sur les lésions les plus calcifiées, les plus sévères, abrasées ou fragmentées. Ces 2 techniques, il est indispensable de maîtriser et posséder dans la caisse à outils de sa salle de cathé. C'est l'analyse anatomique précise de la calcification qui va nous orienter plutôt vers l'une ou vers l'autre, ainsi que d'autres considérations, l'expérience de l'opérateur, l'évaluation du risque lié à l'une ou l'autre procédure, les questions de coût, même si ça va être bientôt résolu, ce qui est une excellente nouvelle, et le temps. Ces techniques sont complémentaires et parfois même on peut utiliser les 2 techniques pour surfer sur les calcifications les plus hostiles, soit en commençant par abraser puis fragmenter, mais il y a aussi des cas où on a commencé par fragmenter avec un résultat insuffisant et il a été nécessaire de abraser en suivant. Je vous remercie.